21h, 23h, la nuit écoute. Avec Agnès et Sébastien Joël. Bonsoir dans la nuit écoute, nous vous en avons parlé dans le sommaire. L'un de nos invités ce soir est le docteur Jérôme Marty, médecin généraliste, directeur de clinique du côté de Fronton. Nous sommes à 10 km de Toulouse et ce soir avec lui nous allons parler de la Covid évidemment. Nous allons parler de vaccination, nous parlerons du professeur Raoult mais aussi du documentaire Hold Up que vous avez peut-être vu. Quel regard a le docteur Marty sur ce documentaire? Vous le saurez dans quelques instants. Le temps de composer son numéro de téléphone. Allô, Jérôme Marty, Sébastien Joël, comment ça va? Ça va? On va faire le point rapidement. Moi, j'ai été très sensibilisé hier par une petite vidéo qui a été postée par vous. Parce que là, vous avez été insulté. On considère que les médecins qui se pavanent entre guillemets à la télévision depuis l'arrivée du Covid sont des gens qui deviendraient dépressifs quand le virus aura disparu parce que vous aimez la gloire et briller. Alors, et puis il y a ça, et puis il y a aussi les différentes menaces, puisque vous faites référence, Jérôme Marty, de menaces que reçoivent un certain nombre de médecins depuis un petit moment. Du côté des médecins, on ne peut pas dire que ce soit joyeux en ce moment. Non, pas vraiment. Bon, après, sur les GG, c'est une saillie de notre ami Mourad Boudjelal, qui s'est laissé un peu dépasser sans doute par son enthousiasme et qui effectivement a eu des propos qui étaient sans doute au-delà de ce qu'il pense, on peut l'espérer, puisque effectivement il disait que les médecins de plateau faisaient carrière en quelque sorte, n'avaient aucune sensibilité, ne connaissaient pas réellement ce qui se passait dans la société. Je lui rappelle donc que dans nos cabinets, nous recevons tous les patients qui précisément souffrent de cette crise, souffrent énormément sur le plan de leur santé bien sûr, mais également sur le plan économique et social, avec des gens qui vivent des fracas épouvantables, qui ont perdu leur métier, des fois qui ont vu leur couple exploser. Et tous ces gens aujourd'hui un peu cabossés par la crise, nous les recevons dans nos plateaux, nous sommes dans nos cabinets, nous savons parfaitement ce qui se passe. Et puis après, sur les plateaux, il est évident qu'on ne cherche pas une peur personnelle, on n'a franchement pas besoin de ça. On espère qu'une chose, c'est qu'on sorte le plus vite possible de cette crise et on sera loin d'être dépressif si on en sort, on sera au contraire les plus heureux des hommes. Qu'est-ce qui vous a amené, vous Jérôme, à aller sur les plateaux de télé d'intégrer les grandes gueules? Est-ce que c'est lié au fait que vous soyez président de l'Union française pour une médecine libre? Ou oui, c'est très lié, puisque si vous voulez, au départ, c'est une réponse que j'ai faite à Johnny Blanc, qui est un des membres des GG, qui pareil avait eu une saillie à l'encontre de la profession. Je lui avais répondu avec une vidéo également, une vidéo qui avait viralisé, et du coup, je leur avais demandé de m'inviter pour que je puisse lui répondre en face, ce qui avait été fait dans la partie de l'émission qui à l'époque s'appelait Angle du jour. D'accord. Et donc ça s'était bien passé, puis ils m'ont demandé de rester, ça pouvait se faire puisque je vais sur Paris tous les mardis pour m'occuper du syndicat, et c'est comme ça que j'ai intégré l'émission. Après, j'ai déjà fait beaucoup de plateaux en tant qu'également, président de syndicat et pour mener beaucoup de mouvements sociaux, quoi. Donc c'est pas quelque chose qui me gêne. On dit que vous êtes menacé de mort par les anti-vaccins. Qu'est-ce qu'on vous veut en fait? C'est quoi le problème? Je suis pas le seul. On est quelques médecins à recevoir des menaces, alors médecins médiatiques ou non d'ailleurs, par effectivement les réseaux anti-vax, anti-masques, la mouvance un petit peu complotiste, conspirationniste, les gens qui nient l'existence du Covid. Ça va très loin. Vous savez, alors il y a beaucoup aussi de mouvances d'extrême droite, de groupes QAnon, comme ceux qui sont implantés aux États-Unis, au Canada, en Allemagne. Et on nous reproche juste de prôner des messages de santé publique qui vont à l'encontre de ce que se passe ces gens-là. Et puis il y a une politisation de la crise, c'est-à-dire que pour ces gens-là, le fait de porter un masque vaut quitus au gouvernement. Et donc dès l'instant où vous lancez des mots d'ordre de protection en portant le masque, de protection en se faisant vacciner, vous devenez les collabos d'un gouvernement qui est honni. Et donc vous êtes l'homme à abattre en quelque sorte, puisque vous allez dans le sens de ceux qui gouvernent et qui sont en train, d'après eux, de lancer un vaste complot pour asservir les nations. Alors Jérôme, on va pas se mentir, depuis l'arrivée de ce virus, dont on ne connaît rien en tant que patient, sauf peut-être des expériences douloureuses de membres de nos familles qui ont été touchés, le patient que nous sommes tous, ou la patiente devant nos écrans, il y a tellement de médecins, de professeurs, de spécialistes qui défilent et qui, le lundi, peuvent dire
quelque chose, le mardi autre chose. Est-ce que c'est raisonnable aujourd'hui? Alors je parle pas de vous parce que d'abord je vous connais depuis quelques années puisqu'on a lancé ensemble avec Jean-François Damour l'opération carte dévitalisée et je sais que vous êtes un homme sérieux, mais pour le téléspectateur lambda, on ne sait plus qui écouter parce que vous disiez hier, alors s'il y avait un problème militaire, il y aurait des militaires qui viendraient parler à la télévision, oui. Et là c'est sanitaire, donc laissez les médecins s'exprimer. Mais aujourd'hui, la problématique, si vous voulez, c'est que cette crise, elle dure depuis 1 an maintenant. Elle dure depuis 1 an. On est parti sur un territoire qui était complètement inconnu au départ, avec un virus qui était nouveau, une maladie qui était nouvelle, dont on ne connaissait pas tout. Et on a appris à connaître cette maladie au fur et à mesure qu'on a avancé. Évidemment, en étant médecin, on a lu les études, on s'est penché sur ce que faisaient nos confrères et nos consoeurs des autres pays, et on a retranscrit cela. Et puis, vous avez eu un mouvement de médecins qu'on a pu appeler les rassuristes, qui, eux, ont été tenants d'autres discours, en quelque sorte. Et c'est ça qui a créé un petit peu ce hiatus entre ce que l'on pouvait entendre et ce qui était de la réalité, quoi. Vous savez, il y a 280 000 médecins inscrits à l'ordre, il y a 220 000 médecins qui exercent, et il y a eu 6-7 médecins rassuristes. C'est ça qu'il faut comprendre, quoi. Les autres ont tenu globalement toujours les mêmes discours. Mais ces discours ont pu varier dans le temps, non pas dans leur direction, mais dans leur expression ou dans leur finesse. Au fur et à mesure qu'on a mieux connu cette maladie, on a pu dire des choses qui étaient plus précises, on a pu lancer des messages d'alerte plus précis, on a effectivement parlé de nécessité de confinement territorial ou pas, on a pu lancer des alertes vis-à-vis du gouvernement pour leur dire que justement dans ce cas-là il ne fallait pas confiner, qu'il fallait faire tout un tas de choses que le gouvernement ne fait pas, en particulier du backward tracing, c'est-à-dire aller regarder qui a contaminé la personne positive et non pas contact de la personne. Pourquoi il y a aérosolisation, pourquoi il fallait aérer les pièces, ce que le gouvernement ne disait pas pendant très longtemps, d'ouvrir les fenêtres par exemple, pourquoi tout se passe en lieu clos, pourquoi ça ne passe pas par les mains comme on a pu le dire beaucoup, mais bien par l'aérosol. Voilà tout un tas de choses qu'on a pu lancer. Alors c'est troublant pour les spectateurs effectivement et pour les auditeurs parce que ces messages changent au fil du temps, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la longueur de la crise fait que la connaissance de la maladie qui évolue peut modifier un certain nombre de messages. On a des messages qui arrivent en direct, on nous dit que pense le docteur Marty du port du double masque comme aux États-Unis? Ça sert pas à grand chose, honnêtement. Si vous voulez, il y a 2 sortes d'utilité du masque. La première utilité, c'est le masque barrière. Le masque barrière, c'est soit le masque en tissu de type 1, c'est-à-dire à égalité de niveau d'efficacité que le masque chirurgical. Ce masque, vous le portez en un geste altruiste, vous le portez pour protéger l'autre. En ce sens, si vous le portez à l'extérieur et qu'il n'y a pas l'autre, ça sert à rien de le porter, puisque si l'autre n'est pas là, qui je protège? Donc ce masque-là, c'est vraiment le masque plat, que vous en mettiez 2, 3, 4, c'est la même utilité, c'est le même but, vous n'êtes pas plus protégé, mais vous protégez l'autre de la même façon avec 1, 2 ou 3. Il n'est pas plus protégé si vous en additionnez 1 plus 1 ou 1 plus 3. Ensuite, vous avez le masque de type FFP2, le fameux masque canard, qui est un masque clos, qui lui sert à se protéger soi. Pas à protéger l'autre, mais se protéger soi. Ce masque est réservé en général au personnel soignant, aux médecins, aux infirmières, aux kinés, etc., à ceux qui interviennent sur les malades, et en particulier sur les malades qui sont porteurs de la Covid, parce que quand vous examinez un malade, quand vous faites un soin à un malade, bien souvent, le malade ne porte pas le masque, il excrète du virus, et vous êtes donc dans une ambiance virale, et pour vous protéger, vous devez d'avoir un masque clos. Ou alors, quand vous rentrez dans une chambre de malade avec un patient qui a excrété du virus toute la nuit, vous rentrez dans un formidable nuage viral jusqu'au moment où vous allez ouvrir la fenêtre, et donc vous avez besoin en quelque sorte d'un masque totalement étanche. On nous demande ce que vous pensez de cette interdiction, en tout cas de cette restriction des masques qui ont été fabriqués à la main. À un moment donné, il n'y avait pas de masque, on a dit si vous pouvez, on a mis des tutos, on a dit allez-y. Aujourd'hui, on dit aux gens non, ce que vous avez fait, c'est pas bien. C'est le cas? Je fais partie, moi, des gens qui ont lancé l'industrie textile française à la fabrication des masques quand le gouvernement manquait de masques et quand la France manquait de masques. On avait saisi le MEDEF, qui lui-même a saisi les entreprises textiles. Ensuite, on a créé stoppostillon.fr et on a donné les tutos pour fabriquer des masques, etc., etc. Le temps a passé. Aujourd'hui, il y a des masques partout. Et il est évident que
le masque de type 2 protège quand même moins votre vis-à-vis que le masque de type 1 ou le masque chirurgical. La filtration est moindre et donc vous excrétez malgré ce masque quand même de l'aérosol, etc. Donc il faut passer au masque de type 1 ou au masque chirurgical. Voilà. Et puis ensuite, on a la problématique des variants dont on sait malheureusement qu'ils sont beaucoup plus contaminants. Et comme ils sont beaucoup plus contaminants, il faut avoir des masques barrières qui soient plus efficaces. Alors on a Serge qui est en ligne et qui nous dit tout cela n'aurait-il pas pu être étudié à l'avance? L'utilité du masque, la transmission manuelle, est-ce limité à chaque maladie ou une situation générale épidémique? L'impression que rien n'est anticipé. D'ailleurs, c'est un rapport avec votre livre, Jérôme Marty, et le scandale des soignants contaminés dans les coulisses d'une sale guerre. C'est une critique que vous faites particulièrement sur la gestion de la crise du gouvernement entre le mois de mars et mai, donc 2020. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre ? Les expériences personnelles, vous savez, quand vous avez été au centre de la crise pendant des mois et des mois, que vous vous êtes engagé là-dedans parce que vous avez voulu à la fois protéger la profession, protéger les patients, parce qu'il se trouve que vous travaillez avec beaucoup de médecins, que vous avez remonté le terrain et que vous êtes saisi notamment par les médecins de l'Est qui, en tout début de crise, connaissaient ces fameux fracas qui ont fait qu'un certain nombre d'eux se sont extrêmement contaminés et en sont malheureusement décédés. Vous vous sentez la mission d'exprimer cela, de coucher cela sur le papier pour que on n'oublie pas, pour qu'il y ait une trace en quelque sorte de ce que vous avez vécu. Sur notre auditeur, quand il dit on a l'impression que rien n'a été prévu, il a raison. Tout au long de cette crise, il y a eu quelques fils rouges. Le manque de masques en a été un pour la première partie de la crise. Le retard en a malheureusement été un autre pendant toute la durée de la crise. Et cette impression qu'on fait tout au doigt mouillé est également le troisième fil rouge en quelque sorte. C'est très malheureux. Le fait de porter des masques, c'est pas dans la culture française. Les pays asiatiques le portent. Et les pays asiatiques le portent bien pour protéger l'autre et pas pour se protéger soi. C'est-à-dire qu'il y a une vraie culture altruiste qu'on a appris au fur et à mesure de la crise. Et on va devenir ce peuple-là, on va s'éduquer dans ce sens, parce qu'on n'a pas de perspective, Jérôme. Très honnêtement, je pense que le naturel reviendra au galop très vite. C'est un rapport avec les anti-masques de tout à l'heure. Cette espèce de soumission, cette idée pour ces gens d'être soumis au gouvernement, d'être muselés, de ne pas pouvoir s'exprimer. Il y a une symbolique derrière et on vous attaque pour ça et ça n'a pas de sens. On a quelqu'un qui nous dit est-ce que le Covid existe-t-il vraiment? Alors la question, j'aurais aimé ne pas vous la poser, Jérôme, mais elle est liée au fait qu'il y a cette fameuse théorie du complot. Vous avez vu certainement, j'imagine, le documentaire Hold Up. Le documentaire, j'appelle ça. Vous appelez ça comment? Le documentaire. Documentaire. Ah d'accord, vous considérez que c'est bourré de mensonges ce documentaire? Oui, il y a un mensonge à chaque image presque, quoi. On l'a démonté, nous, puisque j'ai rencontré Pierre Barnerias, même, etc. On a complètement démonté ce truc-là. Oui, c'est typiquement la théorie du complot, le nouvel ordre mondial, le Great Reset, etc. Enfin, ça monte progressivement. C'est très bien fait, le document, mais ça monte, et puis à la fin, vous avez les documents où l'on retrouve tous les délires sur le nouvel ordre mondial, le protocole de Sion, etc. Enfin, c'est hors sol. C'est hors sol. Oui, le virus existe, évidemment. Il est très naturel, si vous voulez. On est de plus en plus nombreux. On est 8 milliards d'êtres humains. On déforeste de plus en plus. On va au contact d'animaux qui n'ont jamais été au contact avec l'homme. Et on rencontre des virus qui n'ont jamais rencontré l'homme, qui sont au départ des zoonoses, c'est-à-dire qui passent de l'animal à l'animal, et puis qui finissent par passer de l'animal à l'homme. Malheureusement, on rencontrera de plus en plus souvent ces choses-là parce que on défriche de plus en plus la forêt et que on va au contact de zones qui n'ont jamais été au contact avec l'homme auparavant. Alors on a une réaction d'Agnès, je la voyais réagir pendant que... Oui, parce qu'en fait quand... Bonsoir docteur. Oui, je voulais revenir sur le magazine, le documentaire Hold Up. Puisqu'à l'intérieur, il y a quand même des enregistrements qui sont pas truqués, où des personnes expliquent, notamment Bill Gates. Enfin, il y a quand même des documents qui sont officiels
et qui montre quand même tout un complot et de mise en œuvre. Quel complot voulez-vous qu'il y ait? Ce pauvre Bill Gates, qui était l'homme le plus riche du monde, a mis au service de l'humanité toute une partie de sa fortune, a développé tout un tas de soins, notamment pour l'Afrique, etc. Et aujourd'hui, on le brocarde en disant il y a un complot mondial. Mais écoutez, à un moment, les gens qui disent ça se doivent de prouver les choses et pas de dire il y aurait ou on suppose que, etc. Il faut aller au bout du truc à ce moment-là, quoi. Il y a pas il y a aucun complot mondial. Il y a une maladie qui malheureusement est en train de décimer tout un tas de populations, qui dans les maisons de retraite est capable en l'espace de 20 jours, 30 jours de contaminer 90, 100 personnes. On a vu, souvenez-vous quand même, on a vu dans la première partie de la crise, des maisons de retraite avoir 80, 90, 100 décès, quoi. On a vu décimer, la grippe fait pas ça, quoi. On a eu des jeunes qui ont été en réanimation pendant 3 semaines, 4 semaines. On a des Covid longs aujourd'hui. On a des centaines de milliers de Covid longs, c'est-à-dire des gens qui ont été malades et qui ne s'en sortent pas, qui au bout de 3 mois, 4 mois sont toujours essoufflés. Cette maladie existe, cette maladie se propage et il faut arriver à l'écarter complètement. Il faut pas la nier. Ah oui, la nier, ça veut dire on a peur de l'inconnu. Mais l'inconnu est là et il faut lui faire face, quoi. Il faut lui faire face et il faut arriver à trouver les parades pour l'écarter et pour s'en sortir, quoi. C'est la seule possibilité. Je ne remettais pas en question le fait que le Covid existe, bien évidemment. Hein. C'était pas ma question. C'est juste par rapport à ce documentaire qui a laissé quand même beaucoup de questionnements. Mais ce documentaire, il reprend toutes les théories, on y parlerait presque des chemtrails, toutes les théories fantaisistes, complotistes sont là-dedans. Et c'est, quand vous le regardez, il y a une espèce de montée crescendo, comme une montée chromatique, quoi. Et on arrive vers la fin avec cette lettre du prélat à Trump, qui reprend tous les délires du nouvel ordre mondial, quoi. Enfin bon, on n'est pas sous l'emprise d'un complot judéo-maçonnique, etc. Enfin bon, c'est très proche de l'antisémitisme, ce truc-là, hein. Moi, je le dis, je le revendique. Ce documentaire est un documentaire antisémite, quoi. Ça me vaut d'être en procès avec les producteurs. On a eu le Carlo Alberto Brusa, l'avocat des anti-masques, anti-vax, hold-up, etc., qui est une des personnes qui se sera bien enrichi pendant la crise, pour le coup, qui lui mène ce procès, qui nous a envoyé un papier en demandant si on voulait pas transiger. Il est hors de question qu'on transige, surtout qu'ils nous poursuivent, surtout qu'ils nous fassent un procès, et puis surtout qu'ils donnent tout, parce que nous, on va pas les épargner. Alors j'ai lu également, parce que au début de la Covid, au fait on dit là ou la Covid alors, Jérôme? Là. On dit la Covid. Allez, c'est vendu. On dit là, mais on a du mal. Hein. Alors j'ai lu votre lettre ouverte au professeur Raoult, et moi, comme beaucoup de Français, ce marginal aux cheveux longs qui doit aimer la Harley Davidson, quand on voit son CV, on se dit bon, le mec est marginal, mais attention, c'est une sommité. Ouais, bien sûr. Ouais. Et vous dites quand même, professeur Raoult, quand vous apparaissez à la télévision, vous méprisez les médecins comme moi, les médecins généralistes, et vous avancez des choses, d'abord, que tout le monde ne peut pas comprendre, et aussi, surtout, tout ce que vous dites n'est pas vrai. Donc vous attaquez quand même le professeur Raoult. Mais c'est pas que je l'attaque, c'est que moi j'ai le plus grand respect pour le professeur. Faut pas se tromper, j'ai le plus grand respect pour le professeur Raoult, pour son parcours, etc. Ce que je dis, c'est que on a mis, 30 ans à peu près à se sortir du paternalisme en médecine. On a mis 30 ans à se sortir des mandarins et de leur façon de faire vis-à-vis de leurs internes ou etc. Et là, on a quelqu'un qui se hisse sur son propre piédestal et qui le met suffisamment haut pour se penser inattaquable. Et qui a un ton qui fait que chaque fois que quelqu'un le contredit, il le prend de haut et lui dit « mais vous ne m'arrivez pas à la cheville », etc. C'est-à-dire qu'il fait en gros comme les pontes le faisaient il y a 30-40 ans. Mais ça, c'est fini, quoi. Ça, c'est terminé. Il est à l'époque du Dr Knock, quoi. Ouais, non, pas à l'époque du Dr Knock, mais à l'époque, je vous dis, si vous vous replacez dans les années 60-70, c'était ça. On avait les mandarins qui ont été cassés par mai 68, quoi, en quelque sorte, quoi, à l'époque. Bon. Et puis, on peut pas contester le fait que il a eu des mots qui ont été mise en erreur après, quand il a dit on va pas s'inquiéter pour 3 Chinois qui meurent, ça fera moins de morts que les accidents de trottinette,
ça passe par les mains. Enfin, il a eu tout un tas comme ça de contre-vérités qui, le temps passant, ont montré que, voilà. Ensuite, sur l'hydroxychloroquine, puisque c'est vers là que vous voulez m'amener sans doute, sur l'hydroxychloroquine, moi, j'aurais adoré que ça marche. Je vous le dis très clairement. J'aurais adoré que ça marche. Et même au tout début, j'ai fait partie des gens qui ont dit il y a une solution qui est défendue par le professeur Raoult, qui est le directeur de l'IHUM Méditerranée, etc., etc. Bon. On était en attente en tant que médecin d'une étude classique en double aveugle, randomisée, qui nous montre que ce produit marchait. On peut comprendre qu'au départ, on n'ait pas eu cette étude et qu'on ait fait en quelque sorte de l'empirisme sur ce fameux repositioning qui montrait l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Bon. Face à ça, on a vu des études internationales qui ont montré l'inverse, on a vu beaucoup de pays qui l'abandonnaient, et puis on a vu le gouvernement français jouer une espèce de jeu trouble en faisant des études qui ne reprenaient pas stricto sensu le protocole que défendait le professeur Raoult. Donc ces études qu'on lui mettait en face ne pouvaient pas être utilisées pour le contredire. Et nous, on était pris entre le fer et l'enclume en tant que généraliste sans pouvoir répondre à nos patients, ça marche pas. Les mois ont passé, aujourd'hui on est à 12 mois de la crise et on n'a toujours pas d'études alors que l'IHU aurait eu le temps de produire une étude pour le coup randomisée, classique, en double aveugle, etc., montrant que ça marche pas. On ne l'a pas. Donc, comme on l'a pas, moi, je suis médecin généraliste, je peux pas dire ça marche pas. Je vois, par contre, que toutes les études mondiales, celles-ci bien faites, montrent que malheureusement, ça ne marche pas. Et donc, je ne peux donner raison au professeur Raoult. Voilà, c'est tout. D'accord. Alors, on a des réactions. Lorsque c'est une approximation, c'est Serge qui nous dit ça en direct. Un bricolage qui vient du peuple, c'est un complot. Lorsque les propos d'un journaliste ou d'un dirigeant politique est à minima approximatif, voire souvent mensonger en conscience, alors pas de déterminer comme complot. Et je sais pas de quoi il parle, donc il faudrait qu'il me dise qu'est-ce qu'il veut dire. Parce qu'on parlait de hold-up, oui, on parlait de hold-up tout à l'heure, oui. Par rapport à hold-up. Non, mais de hold-up je veux bien, mais quand il compare aux journalistes, je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Donc voilà, c'est pas ça. Nous on se place. Ce qu'il faut bien comprendre, nous on se place en scientifique. Quand on parle en tant que scientifique, on a besoin, autant que faire se peut, de manier des éléments de preuve. Si on n'a pas d'éléments de preuve, si on reste dans le on-dit, etc., ça ne peut pas être un argument. C'est pas ça marche parce que je pense que ça marche. C'est pas ça marche parce que j'ai constaté que ça marche. Il faut aller plus loin. La science, c'est pas ça. La science, c'est le fait de dire j'ai constaté que ça marche et je vais le prouver. Et je vais le prouver par une étude, etc. On monte son étude, on la valide, on la publie. Voilà. Mais on la publie pas dans des revues prédatrices. Les revues prédatrices, c'est des revues où on paye pour que l'étude soit publiée. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors dans le Lancet, il y a eu le plus gros scandale dans le cadre du Lancet. Mais personne ne le contredit. Je vous signale que le Lancet, le scandale du Lancet, il a été mis à jour par quantité de scientifiques qui eux-mêmes au départ, au vu de l'étude, disaient le remdesivir marche. Et puis au bout de quelques jours, les mêmes ont mis en l'air cette étude en la démontant. On l'oublie, ça complètement. C'est pas tombé tout seul, hein. Oui, effectivement. C'est que les scientifiques du monde entier ont dit cette étude est de la merde. Alors on nous le ressort constamment. Le scandale du Lancet est une horreur et une abomination. Nous sommes d'accord. Mais les publications que l'on nous sort aussi sur l'efficacité de tel ou tel produit dans des revues prédatrices sont aussi une abomination. À titre d'exemple, on a fait paraître dans une de ces revues où sont publiées quantité d'études qui mettent en avant tel ou tel produit. On a fait publier une étude qui montrait que l'hydroxychloroquine était efficace sur les accidents de trottinette. Et ça a été publié. Et l'ivermectine, alors est-ce que c'est un produit... alors on n'en parle pas trop là, mais est-ce que finalement ça va pas être une bonne nouvelle pour cette Covid ? Mais tout pourrait être une bonne nouvelle si on arrive à prouver que ça marche. Moi, donc là aujourd'hui c'est pas le cas. Moi j'ai rien contre, mais non. J'ai pas d'éléments de preuve. Qu'est-ce que vous avez sur l'ivermectine, vous ? Si vous voulez, mais j'ai rien contre l'ivermectine. Non, mais qu'est-ce que vous avez sur ? Qu'est-ce que vous savez ? Qu'est-ce que vous avez sur ce médicament ? Est-ce qu'il est prometteur ? On n'en a pas. J'ai pas d'études classiques qui montrent que ça fonctionne. D'accord. On est pour l'instant, on a des éléments possibles sur il y a eu quelques éléments sur la colchicine, on n'a pas d'éléments de preuve non plus. Ce que l'on sait, c'est que ces produits-là, en particulier la colchicine, sont des produits qui sont ce qu'on appelle à marge thérapeutique étroite, c'est-à-dire que d'une faible différence de dose entre une prise et une autre, vous avez des conséquences qui sont
tout à fait différentes. Et donc, il faut faire extrêmement attention à l'automédication avec ces produits, quoi. Donc, c'est ça qu'on reproche aussi. La vitamine D aussi, on vous dit la vitamine D fonctionne. On a tendance à oublier que les surdosages en vitamine D, c'est dangereux. Donc, il faut faire attention à l'automédication. Dans tous les cas, il faut en parler à votre médecin. Il faut en discuter avec son médecin et voir si on peut ou non prendre tel ou tel produit. Voilà. Ensuite, nous, de notre côté, notre rôle, c'est de regarder si ces produits ont été validés par des études scientifiques ou non. Mais moi, j'ai rien contre tel ou tel produit. Tout ce que je dis, c'est il nous faut une démarche scientifique. Et cette démarche scientifique, pour certains produits dont on a parlé en début de crise, on aurait eu le temps de la mettre en place. Force est de constater que ça n'a pas été fait. Tiens, j'ai une question qui nous a été envoyée sur notre répondeur d'Evelyne dans le cadre de la vaccination. Oui, bonjour, docteur Jérôme Marty. Là, j'aurais bien envie de vous poser une question par rapport à un article que j'ai découvert sur France 24 concernant une start-up franco-autrichienne basée à Nantes et qui est en train de finaliser les premières étapes d'essais cliniques de son vaccin anti-Covid. Cet article date du 28 janvier de cette année, mais les études de cette société datent depuis avril et au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils ont soumis leurs résultats bien évidemment à l'Union européenne, ensuite à la France, mais apparemment les propositions faites par l'UE et par la France étaient peut-être en deçà de ce qu'ils espéraient. Donc ils se sont retournés vers les Britanniques qui ont tout de suite dit on prend. Et les Britanniques seront donc les premiers servis. Ils sont prévus de fabriquer 120 millions de doses. Je voulais savoir si vous connaissiez cette start-up et l'évolution de leur recherche par rapport au vaccin. Merci. Vous remercie. Merci Evelyne. C'est une excellente question parce que dans cette affaire-là, il y a tous les travers du système français, quoi. Et du système européen. Le problème, c'est qu'on a effectivement une start-up performante qui a été capable de produire un vaccin dans les temps requis, vaccin efficace, et on n'a pas été capable, nous, de l'acheter, quoi, et de se mettre sur les rangs et de pousser cette start-up, voire même de la financer. Donc ils se sont retournés vers un autre pays, ils sont sortis de l'Europe, quoi. C'est les lenteurs administratives de l'Europe qui nous coûtent ça. On est fous. On cherche tout le temps à acheter le moins cher possible. On cherche tout le temps à de la norme. Donc quand je parle de normes, là je parle pas d'études scientifiques, je parle il faut le tampon tirer machin, il faut le feuillet tant, vous savez, enfin la complexité des trucs européens, quoi. Donc on a perdu beaucoup de temps et cette petite entreprise, cette petite start-up est performante et aurait dû être mise en avant. On a José Laure qui est avec nous. Bonsoir José Laure, vous êtes avec Jérôme Marty, on vous écoute. Bonsoir, bonsoir docteur Marty. Je vous écoute depuis tout à l'heure et il y a plein de choses qui en même temps qui me mettent un peu mal à l'aise. Parce que déjà, premièrement, vous parlez du professeur Raoult et réflexion que je me suis faite, moi souvent on parle justement d'études randomisées, mais je pense que, enfin moi c'est mon optique à moi, alors peut-être, moi je me trompe peut-être par rapport aux médecins, mais quand vous avez des gens malades en temps de guerre, quand vous avez des blessés qui arrivent, vous allez au plus urgent. Vous n'allez pas forcément voir et faire des études randomisées, c'est-à-dire qu'on va prendre au hasard des gens qui sont malades, on va les soigner avec un médicament et d'autres pas du tout. Ça voudrait dire qu'on donne une chance à l'un mais pas à l'autre, vous voyez. Mais madame, nous disons la même chose. Nous disons la même chose. Ce que je disais, c'est que si vous m'avez écouté tout à l'heure. Excusez-moi, je suis un peu ému parce que je suis agacée. Ce que je disais, c'est qu'en début de crise, notre raisonnement pouvait se comprendre. D'accord? Oui. Ça fait 1 an qu'elle dure cette crise. Mais donc, après, en un an, on avait le temps de mettre en place des études et ça n'a pas été fait. Mais mais ça c'est faute à qui, on n'a pas laissé la chance au docteur Raoult. Non. D'un côté, je l'ai bien dit, d'un côté, le gouvernement pouvait mettre en place des études contradictoires dignes de ce nom, basées sur le même protocole, mais de l'autre côté, l'IHU pouvait mettre en place une étude classique, en double aveugle, etc. Elle avait le temps de le faire, elle ne l'a pas fait. Oui, je veux dire, peut-être, mais par contre, il a sorti plein d'études qui ont été faites même mondialement. Non, mais c'est ce que je le suis un peu. De Lancet, les études en question, madame, ont été publiées dans des revues prédatrices. À dès l'instant, ce sont des revues où l'on paye pour qu'elles sortent, où l'on paye pour que l'étude se publie. Ah oui, mais vous préférez le Lancet qui raconte des conneries,
qui dit qu'elle est pas bonne pour nous vendre du remdesivir qui à la fin n'est pas bon du tout, qui est encore pire attendez, laissez-moi terminer, qui est encore pire que l'hydroxychloroquine, parce qu'en plus, l'hydroxychloroquine, vous savez mieux que moi, puisque vous êtes médecin, qui existe depuis 70 ans. Donc les effets secondaires, on reprochait ça au docteur Raoult, mais il les connaissait, les effets secondaires. Il travaille depuis plus longtemps. Si je peux vous répondre, madame. Écoutez le docteur. Je vous réponds très clairement. S'agissant des études, je vous l'ai dit, il y avait le temps, elles n'ont pas été faites. Ensuite, vous me dites, s'agissant de l'hydroxychloroquine, vous me ressortez le Lancet. Le Lancet, je vous ai dit, le Lancet a été un scandale pour cette étude. C'est arrivé une fois. C'est pas pour ça que le Lancet n'est pas une excellente revue. Ils ont fait amende honorable, ils ont retiré ce truc, ils se sont mis au banc d'ailleurs de la science pendant quelque temps. Il y a d'autres revues que le Lancet qui sont des revues scientifiques de très haut niveau. Les publications ne sont pas faites dans ces journaux-là. Sur l'hydroxychloroquine, vous me dites, il n'y a pas d'effet secondaire, etc. C'est un produit sûr, c'est un produit pas cher, je connais le raisonnement, tout ça, on est d'accord. On est d'accord, il y a 2 milliards et quelques d'êtres humains qui le prennent, on est d'accord. On est d'accord. Mais ils ne la prennent pas dans cette indication-là. Rappelez-vous que la Covid-19 est une vascularite, est une maladie qui va toucher notamment le tissu myocardique. L'hydroxychloroquine est un cardiotoxique. Et donc, dans cette indication-là, elle peut avoir plus d'effets secondaires que dans les indications où habituellement elle est utilisée. Quand on dit tout le temps, elle n'a pas d'effet, il y a 2 milliards de personnes qui le prennent, c'est vrai. Mais les 2 milliards de personnes qui le prennent ne le prennent pas dans le cadre de la Covid. C'est pas la même chose. Donc vous voulez dire que l'action du médicament dans le cadre de la Covid peut changer mais un médicament, c'est pas un bonbon. Quand vous le prenez dans telle ou telle maladie, merci. L'efficacité n'est pas la même. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Quand vous avez un médicament, quand vous avez une maladie qui va toucher, qui va avoir des effets sur les parois de tel ou tel organe, sur les vaisseaux, etc., ce n'est pas la même chose que quand vous l'utilisez sur une autre maladie. Donc on ne peut pas se permettre de dire oui, mais regardez ce produit, il est absolument anodin, il n'a pas d'effet secondaire, 2 milliards d'êtres humains le prennent, sans finir la phrase en disant 2 milliards d'êtres humains le prennent dans une autre indication que cette maladie-là. Donc vous voulez dire par exemple que l'ivermectine, qui est un médicament qui est préconisé dans le cadre de la gale, on est sur une affaire où l'idée c'est de faire en sorte qu'il soit reconnu comme ayant un effet sur la Covid, et en même temps donc un médicament peut avoir des effets sur plusieurs pathologies. C'est ce qu'on appelle le repositioning. On prend un produit qui est utilisé pour une autre affection et on le repositionne, on l'essaye dans cette nouvelle affection. Et en l'essayant dans cette nouvelle affection, on regarde s'il a des effets secondaires qui ne sont pas les mêmes qu'habituellement, etc., etc. Oui, mais c'est en prévention, justement. C'est pour pas arriver au cas grave. On est d'accord. C'est ce qu'avait prévu aussi le docteur Raoult. C'est ce qu'il disait. Le prendre avant qu'on arrive au cas grave. C'est effectivement pour pas arriver au cas grave. Voilà, tout à fait. Et on rappelle, et c'est heureux, et il faut toujours le rappeler, on rappelle que cette affection a ça de particulier, que 50% des gens qui ont cette affection sont asymptomatiques. Ils ne savent pas qu'ils ont la maladie, ils ne savent pas qu'ils en guérissent. Ensuite, sur les 50% qu'il reste, 80% ne nécessiteront pas d'hospitalisation et s'en sortiront très bien comme ça. Sur les 20% en question qui restent, 80% iront en soins continus et 20% iront en réanimation. Et malheureusement, 1% à 0,7% en décéderont. Cette maladie, l'immense majorité des gens, et c'est heureux, en guérissent. Il faut le rappeler quand même. Ah bah oui, justement, ensuite, c'est ça qu'il faut faire. Parce que là, on veut nous dire mais non, mais la question qu'on se pose jamais, madame, c'est que on donne le traitement en tout début d'affection, et puis on dit c'est miraculeux, je lui ai donné ça, il s'en est sorti. Mais n'oubliez pas ce que je viens de vous dire. L'immense majorité des gens s'en sortent seuls. Et vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconisez quand vous avez un patient atteint de la Covid et qui nécessite pas une hospitalisation? Alors, on a fait énormément de progrès sur la façon et la compréhension de cette maladie. Déjà, ce qu'on sait, c'est que pour tous les gens qui sont des gens à risque, on sait que les obèses, on sait les diabétiques, on sait les insuffisants cardiaques, etc., ces gens-là, on les met sous héparine de macromoléculaire immédiatement pour éviter qu'ils fassent des embolies. Au départ, c'est un anticoagulant. On avait énormément de gens qui faisaient des embolies. Oui, des compensations aiguës emboliques. Donc on les met là-dessus. Ensuite, on a comme traitement les corticoïdes, type dexaméthasone ou autre,
que l'on va donner quand on a un état qui est un peu plus avancé encore et on arrive comme ça à maintenir les choses. Ensuite, vous avez des antibiotiques que vous pouvez utiliser quand vous avez des surinfections bactériennes. Et puis surtout, on sait beaucoup mieux manier la réanimation. Les erreurs qui ont été faites au départ, c'est que on intubait les gens et on les mettait sous respirateur. Et là, dans cette affection-là, on lésait au contraire l'appareil respiratoire. Maintenant, on les met sous oxygène à haut débit, ce qu'on appelle l'Optiflow, ce qui est beaucoup mieux accepté par l'organisme, et on a considérablement réduit les temps de réanimation avec ça, avec cette façon de prendre en charge. Le gros malaise aujourd'hui quand même, c'est un problème de gestion gouvernementale sur les besoins des hôpitaux. Les hôpitaux ont besoin en France de plus de réanimation, de lits de réanimation, besoin de plus de personnel. Cette expérience de la Covid ne déclenche pas du côté du gouvernement des budgets qui vont permettre à l'hôpital de remettre un petit peu les pieds sur terre. C'est toute la médecine de France qui est en train de payer en quelque sorte les 30 ou 40 dernières années où on a considéré le soin que sur l'axe du coût et non pas sur le fait que cela permet à la nation au contraire de se développer, de faire face à ces incidents. On a voulu faire de l'efficience. Vous savez, on avait tous les politiques, droite, gauche, centre, avec ce mot plein la bouche. L'efficience, c'est faire mieux avec moins. Quand vous êtes à l'os, vous pouvez difficilement faire mieux avec moins. Et c'est le cas de la médecine de France. Donc, il faut maintenant relancer les choses. Il faut arrêter de considérer tout avec un objectif national de dépenses d'assurance maladie. Vous savez, c'est ce qui encadre toutes les dépenses de soins, qui fait que les tarifs et les rémunérations des infirmières, des médecins, des aides-soignantes sont dans une enveloppe contrainte et qui fait qu'on ne peut pas les augmenter parce que si on augmente, on dépasse cette fameuse enveloppe. Tout ça est lié aux critères de Maastricht, tout ça est lié à la capacité d'un pays à faire face parce que son économie va plus ou moins bien. Donc tout est lié. Il faut qu'on arrive à, en quelque sorte, séparer à la fois les salaires et les rémunérations des soignants de l'état économique du pays ou de l'état économique de la sécurité sociale. Et comme ça, on n'aura plus ces problèmes où on a des infirmières qui sont les moins bien payées de tous les pays occidentaux. Pas que de l'Europe, des pays occidentaux, où on a des médecins qui ont les tarifs les plus bas d'Europe et où on a 30% de postes vacants à l'hôpital public pour les praticiens hospitaliers. Il faut qu'on arrive à sortir de ça parce que cette crise montre que on ne peut plus fonctionner, on ne peut plus faire de médecine sans les médecins. Or, pendant des années, quand je dis médecin, entendre pharmacien, kiné, tous les gens qui font du soin, on a pensé faire du soin sans les soignants. C'est-à-dire qu'on a pensé que le système fonctionnait tout seul, comme par magie. Quand on est en crise comme ça, ça montre qu'on a besoin de mains qui soignent. Et pour avoir des mains qui soignent, faut les payer, quoi. Je voudrais rappeler que vous êtes directeur de clinique Saint-Roch à Fronton, créé par votre papa. Dans la famille, tout le monde est médecin. Vous avez 2 enfants, dont une qui fait médecine également. Donc la médecine est très présente dans votre famille. Comme souvent, quoi. Mais heureusement, les choses sont d'ailleurs beaucoup plus ouvertes. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui viennent d'autres, dont les parents n'ont pas été en médecine et c'est heureux, ils amènent autre chose dans la médecine, mais c'est assez fréquent que vous ayez comme ça dans des familles des médecins parce que quand vous êtes biberonné en quelque sorte à la médecine, que vous suivez votre père lors de ses tournées, lors de ses visites, etc., ça vous amène à faire médecine générale et à faire la même chose que lui. Moi, il se trouve qu'à côté de ça, effectivement, mon père avait fondé un soin de suite. C'était à l'époque où on pouvait encore avoir des cliniques indépendantes. On essayait de maintenir cette structure à bout de bras. Il n'y en a plus beaucoup de cliniques indépendantes, mais c'est comme ça, quoi. Et vous êtes à Fronton, vous êtes à une dizaine de kilomètres de Toulouse. Oui, c'est ça. C'est ça à peu près. Le vaccin, je me pose une question. En fait, il y a différents vaccins, mais ça veut dire que ce ne sont pas les mêmes vaccins. C'est un peu comme le Coca et le Pepsi, en fait. C'est une histoire de goût. Vous avez des vaccins qui sont les nouvelles technologies, les vaccins ARN, vous en avez entendu parler, Pfizer, BioNTech et Moderna. Et puis vous avez le vaccin AstraZeneca qui est une autre technique. Vous avez d'autres vaccins, Janssen, Sanofi, tout ça qui vont arriver, qui sont des virus inactivés, c'est-à-dire un peu la même chose que le vaccin de la grippe. Voilà, vous avez différentes sortes de vaccins. Il faut espérer que les autres arrivent aussi vite pour qu'on puisse accélérer cette campagne vaccinale qui n'en finit pas de commencer et puis qui est une véritable honte pour notre pays parce que on voit bien que à la fois on a des flux de matériel vaccinal qui sont trop lents, bien trop lents, et puis surtout on a des gens qui n'arrivent pas à s'inscrire, qui n'arrivent pas à prendre rendez-vous, qui dans nos cabinets nous disent mais docteur comment je fais, j'arrive pas à m'inscrire. On a des gens des fois on voit des gens de 85, 90 ans qui
ont la peur au ventre parce qu'ils considèrent que cette maladie peut les tuer. Et puis ils voient une porte de sortie avec le vaccin et on leur ferme la porte au nez parce qu'ils ne peuvent pas s'inscrire. C'est juste scandaleux cette affaire. Donc il faut qu'on accélère vraiment les choses. Mais vous dites que chaque vaccin correspond à un profil médical. Moi, j'ai 44 ans, je mesure 1m66, je fais quasiment 100 kilos, donc on considère que il y a une obésité sévère. Ouais. Donc je suis quelqu'un à risque. Le vaccin qui m'est distribué en ce moment, c'est peut-être pas celui qu'il me faut. Bah, il faut vous vacciner avec le Pfizer ou l'idéal serait de vous vacciner avec celui qui a le plus de chances de vous protéger à 94%, et c'est Pfizer ou Moderna, quoi. C'est ça, d'accord. Il faut trouver le vaccin qui correspond à son profil et que celui le praticien, en tout cas, ou dans les centres de vaccination, on soit capable de faire ce diagnostic. Non pas que je dise pas qu'on soit pas capable, mais dans l'urgence de devoir... Si le diagnostic, on est capable de le faire. Par contre, ce qu'on n'a pas dans les centres de vaccination, on a tous nos confrères, nos consoeurs qui travaillent dans les centres, les infirmières également. Le problème, c'est qu'on n'a pas le matériel vaccinal, quoi. Et on va conclure avec cette question, mon cher Jérôme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il y a beaucoup de réactions en direct, puisqu'on est également sur les réseaux sociaux en direct. On a plein de questions. Merci à vous, Jérôme. Et puis, je rappelle, avant qu'on se quitte, que votre livre s'appelle « Le scandale des soignants contaminés », le docteur Jérôme Marty. Ouais, et puis une chose juste que je rajoute, parce qu'on le dit jamais, je n'ai personnellement strictement aucun conflit d'intérêt. Bah, voilà. C'est bien de le préciser. C'est bien de le préciser. Voilà. J'ai juste une petite information pour les personnes qui sont à Toulouse et proches de Toulouse. Mardi prochain, donc le 9 février, il y a une grève des professionnels des blocs opératoires du CHU de Toulouse. Le collectif Interbloc, oui. Voilà, à 14h, Hôtel Dieu à Saint-Jacques, Toulouse. Qu'on soutient. Vous y serez? Ben, je les soutiens en tout cas. Vous les soutenez? Je sais pas si j'y serai, mais je les soutiens. Ouais. D'accord, bon. Voilà, c'était pour donner une petite information. Merci beaucoup, Jérôme. Allez. Bonne soirée, bon Merci, week-end. docteur. À très bientôt. Au revoir. 21h, 23h, la nuit écoute. Avec Agnès et Sébastien Joël.